Merci beaucoup. Est-ce que le diapositive est bien visible? Le diaporama? Ouais, super, C'est bon. très bien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Manon Onfray, je suis pharmacien et chercheur, en neurosciences, hébergée au CHU de Rennes à l'université de Rennes. Pour ce webinaire, je suis, en compagnie du docteur, Mathieu Béraud. Mathieu, je te laisse te présenter. Bon, je pense que Mathieu va nous rejoindre. Je suis accompagnée du docteur Mathieu Béraud, qui est neurologue au Centre Expert Parkinson de Besançon et qui est coporteur du projet Spark. Je représente aussi le professeur Vérin, qui est absent pour ce webinaire, puisque nous sommes en ce moment même à la journée organisée autour des soins palliatifs de Pont-Audemer. Donc il ne se joindra pas à nous. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un bilan du projet Spark qui a été donc soutenu par la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie lors du premier appel à manifestation d'intérêt en 2021. Alors, je vais essayer de... Voilà, donc le contexte général, il se porte autour de la maladie de Parkinson. C'est une pathologie chronique et évolutive qui se caractérise par une carence dopaminergique et l'absence d'un traitement curatif. Donc nous sommes d'emblée dans une approche palliative pour ce qui est de la maladie de Parkinson. La présentation est éminemment hétérogène, tant au niveau des symptômes cliniques que de l'évolution, donc à la fois sur le plan moteur et non moteur. On observe aussi une grande diversité des parcours de soins et d'accès aux dispositifs. Et la prise en charge est éminemment individualisée puisque les besoins sont variables d'une personne à une autre. On sait aussi que globalement, les niveaux de complexité sont croissants dans cette pathologie puisque c'est une maladie neurodégénérative et que ces facteurs ont un fort retentissement à la fois physique et psychique. Donc là, on rejoint le concept des soins palliatifs de douleur totale et on a aussi des notions de vulnérabilité, de perte d'autonomie qui nécessitent un accompagnement personnalisé du patient comme de l'aidant. Les questions de recherche qui nous ont amenés au projet Spark, elles sont issues de la lecture des plans, des divers plans nationaux qui avaient été proposés d'un côté pour les maladies neurodégénératives entre 2014 et 2019 et de l'autre pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie entre 2015 et 2018 et pour lesquels finalement il y avait assez peu d'intersections autour de la prise en charge de la maladie de Parkinson. Donc, nous avions plusieurs questions de recherche qui étaient à la fois relatives à la fin de vie, notamment où est-ce que vivent les patients parkinsoniens à la fin de leur vie, quelles sont les causes de décès les plus fréquentes, où est-ce qu'ils décèdent et quel était l'accompagnement global pour ces patients. Donc là, plutôt dans une approche palliative. Et si on se centre vraiment sur la fin de vie, quelles symptomatologies étaient retrouvées chez ces patients et quelles étaient les stratégies d'accompagnement vraiment spécifiques de la fin de vie, notamment au regard des traitements. Donc, suite à ces interrogations, avec le professeur Vérin et docteur Guillaume Romer et professeur Morel de Rennes, nous avons entamé nos premières discussions donc, en 2018. La première enquête qui a été réalisée, le premier travail, était constitué en état des lieux de la prise en charge des patients parkinsoniens en fin de vie, donc au CHU de Rennes. Et ce travail a été rendu possible par la collaboration avec le docteur Guillaume Bousillet et le professeur Marc Ruggia. Donc, ce qui a été mis en évidence lors de ce premier travail, c'était que les stratégies d'accompagnement thérapeutique en fin de vie des patients parkinsoniens n'étaient d'une part pas spécifiques et n'étaient d'autre part pas spécialement adaptées à la prise en charge toute particulière de ces patients parkinsoniens. Un autre résultat important était que finalement, on retrouvait assez peu de patients parkinsoniens décédés au sein du CHU, ce qui laissait penser qu'il y avait d'autres lieux de décès. Un élément également que je tiens à souligner, c'était que finalement, le décès en service de neurologie était relativement rare et que les patients étaient plutôt accompagnés donc, dans des services de type généraliste, de type médecine interne ou des services de pneumologie ou d'autres spécificités. Ce premier état des lieux nous a conduit à déposer un projet auprès de l'association France Parkinson qui s'intitulait Apopalia, projet que nous avons obtenu. Et finalement, ce projet centré soins palliatifs et maladies de Parkinson visait à s'intéresser à la prise en charge de fin de vie initialement auprès des neurologues, des patients parkinsoniens et des équipes de soins palliatifs. Donc, un des premiers éléments de ce projet a été la réalisation d'une enquête en Bretagne auprès de l'ensemble des unités de soins palliatifs sur la prise en charge des patients parkinsoniens, les difficultés rencontrées par les équipes soignantes. Donc, nous avions interrogé des médecins et des infirmières et également le niveau de connaissance finalement des professionnels impliqués.
Là encore, les résultats étaient plutôt mitigés avec le report de grandes difficultés dans la prise en charge des patients et puis aussi une fréquence assez faible de prise en charge et des questionnements au regard des interactions médicamenteuses ou de l'accompagnement très spécifique de certains signes cliniques. Cette enquête a été poursuivie donc par une enquête au sein des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, qui a été réalisée par Stéphanie Mazet, donc infirmière en pratique avancée pour son mémoire. Et on s'est interrogé finalement sur quelles étaient les stratégies de prise en charge lorsque la voie orale devenait compliquée chez ces patients. Et là encore, on a mis en évidence des difficultés dans la prise en charge quotidienne et des stratégies d'accompagnement qui nécessitent d'être optimisées. Enfin, nous nous sommes vraiment intéressés à rassembler l'ensemble des acteurs qui avaient été interrogés dans le cadre du projet Apopalia autour d'une journée d'échange pluridisciplinaire qui visait à la fois à apporter des connaissances théoriques et des connaissances pratiques, notamment autour de la pompe à apomorphine, mais aussi à faire en sorte que les personnes exerçant sur le même territoire de santé puissent se rencontrer, notamment en ce qui concerne la neurologie, les soins palliatifs, l'hospitalisation à domicile, les prestataires de santé à domicile et puis les associations de patients, puisque France Parkinson a été partie intégrante de cette journée. Donc le retour a été extrêmement positif et nous avons pu observer une modification des prises en charge sur le territoire de santé en Bretagne autour de la prise en charge des patients parkinsoniens en fin de vie et également une prise en compte de la nécessité d'adopter une démarche ce qu'on appelle d'advance care planning, de planification anticipée des soins, qui s'est mis en place dans certains lieux. À l'occasion de cette journée, nous avions également reçu le docteur Mathieu Béraud, avec qui nous avions amorcé une collaboration en 2021-2022 autour de la même thématique, la prise en charge du patient parkinsonien en soins palliatifs et en fin de vie, et avec qui nous avons écrit 2 articles, l'un destiné aux gériatres, l'autre destiné aux neurologues, autour de cette thématique. Donc nos travaux respectifs mis en commun ont conduit donc à sortir du projet Apopalia pour finalement aboutir au réseau Spark qui a bénéficié donc du soutien de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Et le réseau Spark visait à la fois à créer donc un réseau de professionnels venant d'horizons divers autour de la thématique des soins palliatifs et de la maladie de Parkinson, et puis à amorcer en fait des protocoles de recherche et aussi à amorcer une réflexion commune autour de changements des pratiques. Donc le réseau Spark est constitué de différentes personnes, notamment les personnes qui sont représentées à l'écran. C'est vrai que nous travaillons beaucoup avec le docteur Giffard, donc, qui est médecin d'équipe mobile de soins palliatifs à Besançon, le professeur Marc Vérin et puis Mathieu Béraud et moi-même. Mais nous avons aussi d'autres collaborateurs dont certains ne sont pas représentés sur cet écran. Le projet Parkéol a été le projet que nous avons soumis à donc une demande, enfin en tout cas à un projet auquel nous avons répondu suite à la création de ce réseau AMI et c'était donc une bourse France Parkinson autour de la thématique donc des trajectoires de santé et des parcours de fin de vie. Donc c'est un projet qui est coporté par Mathieu Béraud et moi-même. Je ne sais pas si Mathieu nous entend et est visible à l'heure actuelle, parce que je ne vous vois pas sur mon écran. Mathieu, tu es là Si, ça y ou... est. Ouais, tu es là? En Super, fait, je viens juste d'arriver. Il y a eu des problèmes de technique, mais c'est bon. parfait. Donc, je te laisse te présenter, Mathieu, si tu veux. Oui, bah, je pense que Manon a déjà fait parfaitement le job. Donc, moi, je suis le docteur Béraud, donc je suis neurologue au Centre Expert Parkinson à Besançon. Et puis, on travaille vraiment voilà, avec Manon Offray et puis Mathilde Giffard. On est un peu constitué un trio et on essaye d'investiguer un peu la thématique du soin palliatif dans la maladie de Parkinson. Voilà ce que je pourrais dire brièvement. Et donc, j'évoquais, Mathieu, le projet Parkéol, donc, qui était le projet auquel qu'on a pu proposer à France Parkinson suite à la création du réseau Spark et à l'obtention donc de cet AMI. Est-ce que tu veux en dire un mot tout de suite ou on en dit un mot un petit peu plus tard? Alors, peut-être, dans le déroulé, oui, alors disons que l'idée, c'est d'essayer de décrire un petit peu mieux les trajectoires de fin de vie, chez les patients donc parkinsoniens en utilisant donc, des données de santé, des bases de données de grande dimension. Donc les bases de données de grande dimension, c'est des
quand même des datas qui commencent à intéresser pas mal de cliniciens dans pas mal de domaines. Et donc l'idée, c'est qu'en décrivant peut-être un peu mieux les trajectoires de fin de vie, on pourra peut-être mieux caractériser les différents profils de fin de vie des patients atteints de maladie de Parkinson, mieux faire le lien entre les causes de décès et la maladie de Parkinson qui est actuellement totalement sous-représentée. Hein, les patients parkinsoniens échappent un petit peu au radar des neurologues et d'autres collègues, et en particulier des soins palliatifs quand ils arrivent au stade avancé de la maladie. Et l'idée, c'est en caractérisant un peu mieux ces trajectoires, peut-être d'arriver à faire des propositions en termes de prise en charge et d'intégration de la prise en charge palliative ou neuropalliative chez des maladies qui vont, à la différence du cancer, toucher non seulement le patient lui-même, son entourage comme le cancer, mais aussi toucher le libre arbitre du patient et ses capacités décisionnelles, ce qui rend peut-être un petit peu plus compliqué la prise en charge palliative au sens large du terme. Mais donc voilà, c'est ça l'objectif de Parkéol. Et on a encore un petit peu de chemin. On a conduit avec Manon et puis avec Mathilde des étapes un peu préliminaires en encadrant des travaux de thèse respectifs pour avoir déjà une idée de la manière dont on pourrait interroger ces bases de données de grande dimension qui offrent l'avantage d'avoir beaucoup de patients, mais qui sont d'accès difficile et qui n'ont pas nécessairement toutes les informations pour répondre aux questions posées. Donc il y a une étape intermédiaire qui est sur des cohortes plus petites, en vie réelle, que ce soit à Rennes ou à Besançon, essayer de caractériser, d'avoir une idée déjà a priori de ces trajectoires pour les tester sur des bases de grande dimension. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur Parkeol, qui est un projet en cours. Voilà. Et sur ce projet, donc on est aussi, on bénéficie du soutien très actif de Sandrine Carbrat, qui est une chercheuse qui est spécialisée dans l'analyse des données de santé. Donc en fait, on est vraiment dans une approche pluriprofessionnelle sur ces projets-là, avec l'association de différentes expertises, tant du côté des soins palliatifs avec Mathilde et nos autres collaborateurs, la neurologie avec Mathieu et puis également Marc, le côté pharmaco avec mon profil qui est plutôt un profil de pharmacien, et puis l'expertise donc de Sandrine pour essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Et effectivement, Mathieu et Mathilde ont encadré 2 tests d'exercice qu'on va vous présenter. Alors, donc ça, c'est vraiment un travail qui a été encadré par Mathilde. Et donc, c'est le travail de test d'exercice de Corentin. Encore une fois, hein, l'idée, c'est les bases de données de grande dimension, c'est très séduisant parce que on a l'impression que on peut, enfin, on n'a pas l'impression, on a l'ambition de couvrir un large territoire et de s'affranchir finalement des disparités, ou en tout cas de décrire les disparités régionales. En tout cas, c'est ce qui permet d'avoir la vue la plus globale. Mais ces bases de données sont compliquées à interroger et il faut déjà quand même avoir une idée plus proche du terrain sur des plus petites cohortes. Et donc, c'est dans ce cadre que Mathilde a encadré donc ce travail de Corentin, dont l'objectif était de décrire la prise en charge par les médecins traitants des patients parkinsoniens en situation terminale, donc sur le territoire Franche-Comté. Donc, donc tu peux passer à la diapo suivante. Super. Donc, l'idée, c'était en fait de faire une étude rétrospective multisite sur l'ensemble. Alors, on n'a pas pu être encore exhaustif, parce que c'est un travail qui se poursuit, hein, c'est un travail de fourmi, mais sur des résidents d'EHPAD qui souffraient donc d'un syndrome parkinsonien et qui sont décédés à l'époque, c'était les 10 dernières années. Voilà, donc dans le bassin bisontin. Et puis, c'était des données relativement sommaires, entre guillemets, hein, puisque elles étaient obtenues à partir des dossiers médicaux informatisés des EHPAD. Et l'idée, c'était voilà, de décrire les aspects démographiques, les caractéristiques de la maladie lorsqu'elles étaient renseignées, et puis surtout de renseigner s'il y avait un suivi neurologique, s'il y a eu un recours ou pas à l'équipe mobile de soins palliatifs. Et puis, l'idée était aussi de questionner les thérapeutiques, la notion d'un éventuel sevrage en traitement dopaminergique et ou de iatrogénie. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, il y a eu 7 EHPAD et donc 109 résidents qui ont pu être inclus dans cette étude, qui concernait donc principalement une maladie de Parkinson idiopathique, comme c'est souvent le cas. Et puis, il y avait 10-12% où c'était des maladies apparentées, et là, en l'occurrence, beaucoup de maladies à corps de Lévy. Et donc, ce qui ressort quand même de cette étude,
c'est que très peu de personnes avaient pu exprimer ou rédiger des directives anticipées et qu'un avis neurologique avait été demandé uniquement dans 2 des cas et un avis soins palliatifs uniquement dans 11 des cas. Donc, ce qui ressortait de cette étude, alors il n'y avait pas que des éléments négatifs, hein, c'est que l'acculturation neuropalliative et la prise en compte de l'avis neurologique et ou soins palliatifs chez les patients en fin de vie était quand même pas optimale. Mais enfin, il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient aussi positives. C'est qu'il y avait, en termes de iatrogénie, il y avait peu de neuroleptiques antiémétiques qui étaient utilisés, enfin 3% quand même. La clozapine était utilisée en priorité, ce qui est le seul neuroleptique autorisé dans le Parkinson. Donc ça, c'est des habitudes qui sont plutôt bonnes. Et puis, dans un grand nombre de cas, l'antalgie avait été quand même un sujet important pour la prise en charge des patients. Par contre, il y a quand même 86% des patients décédés qui avaient été sevrés de leur traitement. Et donc ça, c'est un élément sur lequel, avec Manon Auffray et Mathilde Giffard, on est très attachés. C'est la question de l'importance, hein, du traitement jusqu'au bout, y compris avec comme premier objectif de soulager les patients. Pas du tout dans l'obstination déraisonnable, mais vraiment dans l'idée de fournir aux patients un maximum de confort, avec une idée reçue qu'ont beaucoup de collègues et collaborateurs, c'est que le patient parkinsonien, au début et au milieu de sa maladie, il est ce qu'on appelle dopa-sensible, ça veut dire qu'il répond au traitement dopaminergique, et puis à la fin de vie, il deviendrait dopa-résistant, et donc les traitements dopaminergiques seraient délétères, il faudrait surtout s'en débarrasser. Si on ajoute à cela les difficultés de prise orale des traitements, on a tous les facteurs réunis pour que nos patients parkinsoniens décèdent en étant privés de leur traitement dopaminergique. Et donc, ça, c'est un élément d'éducation très fort, c'est de dire que le patient, et on va avancer, quand il, quand il est sensible aux médicaments, il le reste simplement. Quand la maladie évolue, il développe d'autres signes qui, eux, sont moins sensibles au traitement, voire aggravés. Et donc, il y a la question de comment on gère, comment on adapte le traitement. Donc ça, c'était un premier travail qui avait été fait en EHPAD et qu'on a complété par une étude chez les patients décédés au CHU pour essayer de voir si on avait finalement, pour avoir un panorama global, on a pris les patients décédés en EHPAD et on voulait confronter ça aux données de patients décédés à l'hôpital. D'ailleurs, un travail similaire a été fait par Manon, supervisé par Manon à Rennes. Donc là, il y avait 337 patients. Là, tu peux passer, c'est juste pour décrire la maladie. Là encore, à très grande majorité des patients parkinsoniens, il ressort de cette étude que seuls 2% avaient déjà rencontré les soins palliatifs et 1,8% des patients avaient rédigé des directives anticipées. Et donc, il y a une large sous-utilisation. Il n'y a pas la culture de l'approche palliative chez nos patients parkinsoniens, c'était vrai en EHPAD et c'est vrai aussi à l'hôpital. Donc il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de reconnaissance de la phase tardive et ça, c'est un élément très important. Diapo suivante. Il ressort de cette étude aussi que cette phase terminale de la maladie de Parkinson, elle est pourtant prévisible. En tout cas, elle est anticipable parce que certain nombre de drapeaux rouges que Manon a peut-être abordés précédemment, hein, qui sont le déclin moteur, le déclin cognitivo-comportemental, la perte de poids, les fausses routes, les épisodes récurrents de passage aux urgences, hein, entre guillemets, les touch and go. Il y a des patients qui venaient passer leur dernier jour à l'hôpital et qui avaient fait déjà 4, 5, 6 passages aux urgences l'année précédente. Donc ces drapeaux rouges, ils sont parfaitement clairs et identifiables. La plupart du temps, ils étaient d'ailleurs associés à un stade ENEIAR, un stade de gravité de la maladie plus important. Et donc, on a l'idée que si on est capable de rechercher et d'identifier ces drapeaux rouges, il est largement temps de proposer une démarche neuropalliative qui, idéalement, d'ailleurs, doit être proposée en amont. Diapo suivante. Donc voilà, il y avait un autre point important qui concernait la gestion du traitement dopaminergique jusqu'à la fin de vie. Et là encore, à l'instar de ce qui avait été observé en EHPAD, plus de la moitié des patients étaient sevrés, hein, de leur traitement par voie orale. Et plus important, 87% d'entre eux n'avaient pas bénéficié d'un traitement substitutif, ce qui est potentiellement source d'un inconfort et risque de syndrome au pluriel de sevrage, dont le paroxysme, c'est le syndrome pseudo-malin des neuroleptiques, c'est-à-dire le patient qui est tout raide et qui, on peut le penser, décède dans des conditions très peu enviables. Par contre, le point positif, comme ce qui avait été observé en EHPAD, c'est qu'il y a quand même toujours
de la prise en charge antalgique et parfois aussi des troubles dépressifs. On a quand même observé à l'hôpital, il faut savoir que 9 patients sur 10 meurent ailleurs qu'en neurologie, et on a observé comme une iatrogénie non négligeable. Dans près de 30% des cas, les patients avaient eu des traitements qui pouvaient potentiellement aggraver les symptômes parkinsoniens. Et donc, il ressort de ce travail qu'il y a une nécessaire collaboration entre neurologues, gériatres et médecins de soins palliatifs. Diapo suivante. Et donc voilà, ce travail qui s'intègre donc dans plusieurs travaux menés conjointement à Rennes, à Besançon, ben, nous enseigne un petit peu sur le parcours de soins et la prise en charge hospitalière des patients parkinsoniens en fin de vie, pour lesquels la phase tardive est insuffisamment reconnue et anticipée. Il nous paraît très important, et on fait tout un travail de webinaire et de formation, de sensibiliser nos collaborateurs à reconnaître les signes d'alerte pour anticiper le plus possible. Encore une fois, idéalement, ce serait même en amont de ces signes d'alerte, la fin de vie, la démarche neuropalliative, former les équipes pour limiter la iatrogénie et l'inconfort, ce qui nécessite forcément un travail multidisciplinaire, une bonne communication et une meilleure articulation entre les secteurs ambulatoires, hospitaliers, ce qui requiert peut-être aussi les nouveaux métiers de la santé, type infirmier, infirmière en pratique avancée, mais aussi les prestataires de santé au domicile qui peuvent être des partenaires et des collaborateurs importants. Donc effectivement, les travaux qui ont été menés dans le cadre de l'AMI, les résultats sont sensiblement similaires aux premiers que j'ai mentionnés au début de cette présentation, ce qui fait que c'est une donnée extrêmement importante puisqu'on n'a pas d'effet centre, c'est-à-dire que les pratiques et les difficultés qu'on rencontre sont les mêmes, peu importe le territoire, peu importe les équipes. Donc, ça nous donne de bonnes indications sur la démarche à suivre, d'une part pour éduquer nos collègues, comme l'a dit Mathieu, et d'autre part pour avoir les bonnes lunettes pour évaluer donc, les bonnes données dans le cadre du projet Parkeol. Donc, ce travail préliminaire était vraiment indispensable à la réflexion que l'on mène sur donc, les parcours de fin de vie. Donc, depuis en fait la validation du projet Apopalia, donc il a été lancé en 2019. Évidemment, il y a eu la période du Covid, et cette période a empêché la réalisation initiale d'un des volets du projet Apopalia, qui était l'enquête patient. Et donc, cette enquête a été réalisée en 2 temps, une enquête toute préliminaire en 2022 auprès de 60 patients et qui a été dont les résultats ont été communiqués lors d'un webinaire pour France Parkinson. Et puis en 2023, dans le cadre de la thèse d'exercice de Léa Cronier que j'ai encadrée, auprès d'un échantillon beaucoup plus large de patients, puisqu'évidemment, avant de proposer quoi que ce soit, il faut aussi qu'on ait en tête les connaissances des patients, les représentations des patients et leurs souhaits, puisqu'on veut être dans une démarche qui soit une démarche de collaboration centrée autour des besoins du patient. Donc, très brièvement, les résultats principaux de cette enquête ont été que les patients parkinsoniens n'ont quasiment jamais évoqué la notion de soins palliatifs avec un professionnel de santé. Ils l'évoquent beaucoup plus aisément avec leur entourage, mais pour autant, ils pensent tous, enfin en tout cas en grande majorité, pouvoir bénéficier de soins palliatifs du fait de leur pathologie. Donc ça, c'est une notion importante, c'est que finalement, les soins palliatifs sont reconnus comme une ressource potentielle par les patients. En revanche, ils n'ont pas accès à l'information, comme vous pouvez le voir, et ils évoquent assez peu cette notion avec les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Nous avions dans cette enquête différencié les soins palliatifs de la fin de vie, puisque ce sont évidemment 2 choses différentes. Et lorsqu'ils étaient interrogés sur leur réflexion et leur connaissance autour de la fin de vie, on voit que les patients ont en majorité réfléchi à cette thématique, évidemment, et que c'est une thématique qui les angoisse. Mais par contre, ils n'évoquent pas non plus ce sujet avec leurs professionnels de santé, mais beaucoup plus, pour le coup, avec leur entourage. Donc on voit que finalement, peut-être la thématique de la fin de vie est à l'heure actuelle de l'ordre de l'intime et n'a pas encore intégré, comme il se doit, la discussion soignant-soigné. Donc là encore, un manque d'information criant, il n'y a pas de communication des professionnels de santé vers les patients, et également un manque d'information qui est souligné. 62,5% des patients n'estiment pas être bien informés, que ce soit sur les soins palliatifs ou la fin de vie.
Et on s'est aussi interrogé sur les connaissances des dispositifs légaux qui existent à l'heure actuelle en France, et notamment la notion des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance. On voit que, et ça c'est un résultat qui est sensiblement différent de ceux de l'enquête préliminaire de 2022, 70% des patients savent qu'il existe une loi sur la fin de vie. Donc ça, c'est plus que lorsque nous avons fait l'enquête en 2022, ce qui est vraisemblablement sous-tendu par le débat actuel sur la fin de vie, et puis peut-être aussi par les actions de communication qu'on mène auprès de France Parkinson, en tout cas soutenues par France Parkinson auprès des patients. Les patients ne savent pas où trouver la documentation au regard de ce que sont les directives anticipées et la personne de confiance. Donc là, c'est aussi un questionnement sur la communication qui est faite auprès des patients et sur l'accès. Pourtant, il y a des ressources aujourd'hui, notamment le Centre national, le site du Centre national sur la fin de vie, le site de la plateforme. Il y a vraiment des choses qui sont accessibles, mais qui semblent à l'heure actuelle peu connues des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et au regard des directives anticipées, les patients savent ce que sont ces directives anticipées. Ils pensent qu'il y a un intérêt, c'est vraiment là, quasiment 100% des patients. Mais pour autant, franchir le pas semble un peu difficile, puisqu'il n'y a qu'un tiers des patients qui ont déjà rédigé leurs directives anticipées, et on ne les interrogeait pas sur le contenu de celles-ci, mais on peut penser, au regard des résultats de la littérature internationale, que ce ne sont pas forcément des directives anticipées qui sont remplies au regard des spécificités de la maladie de Parkinson. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille évidemment avec Mathieu et Mathilde. En ce qui concerne la personne de confiance, là aussi, les patients ne se posent pas la question de l'intérêt de la désigner, mais par contre, on voit qu'il y a un peu plus de désignation de personnes de confiance que de rédaction des directives anticipées. Donc c'est encourageant, mais on voit quand même qu'on est loin de la majorité des patients à s'être saisis de ces dispositifs. Donc globalement, des résultats qui sont assez intéressants pour faire un état des lieux et qui nous encouragent à aller beaucoup plus dans la communication. Et cette citation de Michael J. Fox qui avait été retrouvée par le docteur Giffard correspond bien à l'image qu'on se fait, nous, de la démarche neuropalliative dans la maladie de Parkinson. Donc c'est Michael J. Fox, qui est un patient atteint de la maladie de Parkinson, qui, lors de la remise de son Oscar d'honneur l'année dernière, indiquait que la partie la plus difficile de son diagnostic a été de s'approprier la certitude de son diagnostic, d'une part, un diagnostic qui est défini, et l'incertitude de la situation, donc le pronostic qui reste de l'ordre de l'incertain. Et c'est là tout l'intérêt de l'accompagnement palliatif dès le diagnostic, hein, avec notamment la consultation post-diagnostic, post-annonce, qui est quelque chose de très classique en soins palliatifs, un peu moins classique en neurologie, et puis l'accompagnement autour des besoins du patient tout au long finalement de son parcours de soins. Donc, ce que Mathieu mentionnait tout à l'heure, c'était le travail que l'on a mené avec Mathilde et puis avec d'autres collaborateurs autour de la prise en charge terminale des patients. Donc, l'article qui a été soumis est en révision à l'heure actuelle, donc on espère une publication dans un futur extrêmement proche. Et on mettait donc en avant l'intérêt, à la fois pour le patient et pour les équipes soignantes, de continuer une thérapeutique dopaminergique jusqu'à la fin, jusqu'au décès du patient, dans une vision de confort et de soulagement des symptômes. On a aussi entamé, et ça Mathieu le disait parfaitement, un grand travail de sensibilisation, et notamment on avait été sollicité par la SFAP pour 2 webinaires qui ont été réalisés donc en mars et en avril autour de la thématique de la maladie de Parkinson et des soins palliatifs. Et puis on a aussi écrit des articles. On s'implique auprès de France Parkinson, qui nous soutient également au-delà de l'AMI sur le projet Parkéol, et puis qui était évidemment soutien du projet Apopalia. Et puis on communique largement en congrès, que ce soit des congrès de neurologues, hein, Mathieu, ou des congrès de soins palliatifs en France et à l'international. Donc on peut dire que le fait d'avoir obtenu cette AMI en 2021 nous a structuré, nous a aussi apporté une certaine visibilité et nous a donné une voix pour nos travaux. Et c'est quelque chose dont on est bien sûr extrêmement reconnaissant, et c'est un travail qui est en cours. Donc on est aussi à la recherche de collaborateurs. Donc vous pouvez nous contacter pour Mathieu et Mathilde auprès du CEP. Mathieu, je te laisse peut-être élaborer là-dessus. Oui, donc nous, on est tout à fait, comme dit Manon, très, très ouverts à collaborer. Donc moi, je suis joignable par mail. On a une adresse mail aussi pour le Centre Expert Parkinson, qui est cep@chu-besançon sans la cédille.fr.
Voilà, et puis, avec Manon et Mathilde, on est en général, en tout cas pour ces points-là, réactifs. Donc vous pouvez nous solliciter, ne serait-ce que quand vous avez une situation dans laquelle vous interrogez, voilà, et si vous êtes sensible à la thématique, on sera ravis d'échanger, dans ce cadre. Donc, on en a terminé avec cette présentation. Vous nous avez dit 1/2 heure de présentation. Je crois qu'on a tenu nos délais et puis on est bien sûr, ouvert, aux questions et on sera ravis d'apporter, des éclairages ou d'entendre vos retours sur, votre propre pratique. Merci beaucoup, un très très grand merci aux deux intervenants, Madame Offray et Monsieur Béraud. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat ou à les poser directement à l'oral. J'ai cru voir tout à l'heure une question sur la disponibilité du diaporama. Est-ce que, enfin, je pense que, sauf avis contraire de votre part, je pense qu'on pourrait le diffuser et le mettre en ligne. Donc, vous inquiétez pas. Le diaporama ainsi que cette vidéo seront bien sûr disponibles sur notre site. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions sur le projet ou sur l'AMI en général. Peut-être qu'on a été extrêmement clair ou On a pas été du tout, oui. je sais pas, mais Ultra clair. Alors d'après votre expertise et vos recherches, quels conseils de lecture, et j'ai pas la fin. quel Je conseil de crois que lecture? c'est, d'après votre expertise et vos recherches, quels conseils de lecture vis-à-vis des recommandations relecture, de la OK. prise en charge symptomatique pour la prise en charge, pour la prise en charge symptomatique de la fin de vie des patients atteints de maladie Parkinson, pouvez-nous en faire? Pardon. Je pense que donc vous nous demandez, quelle littérature on vous conseille, c'est ça? Si je comprends bien la question, quels articles on vous conseille de lire dans le cadre-là? Si vous pouvez nous dire si on a bien compris la question, ce serait parfait. Parce que dans ce cas-là, En tout cas, OK, ouais, oui, en si termes le de réseau a des recommandations. Bah, il y a les publications, qu'on a pu faire avec Mathieu, ou qui résument quand même, certains, en français, hein. La vision, neuropalliative et puis, la gestion, des symptômes, des traitements en tout cas. Mathieu, si tu as d'autres, non, en tout cas, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de recommandation, des sociétés Mmh. savantes dans le cadre de la prise en charge et de l'accompagnement palliatif. C'est vrai, alors c'est peut-être un je suis pas spécialiste de la SLA, il y a peut-être eu plus de choses faites dans ce cadre, mais à ma connaissance en tout cas, enfin sur le Parkinson, c'est sûr, il n'y a pas de recommandation, dans ce cadre, et tout l'enjeu avec, Manon et Mathilde et la création de ce réseau Spark, c'est, justement de prendre à bras le corps cette thématique et dans le but à terme de pouvoir proposer des recommandations. Mais on reste aujourd'hui quand même sur des éléments qui méritent d'être, étayés, et le projet Parkéol s'inscrit, parfaitement là-dedans, dans l'idée vraiment de défricher cette thématique qui reste quand même, pour l'instant, peu investie, que ce soit par les collègues neurologues ou par d'autres collègues. Donc voilà, donc on a écrit quelques articles dans ce cadre-là, mais l'objectif et l'ambition de Spark et des financements qu'on a obtenus dans l'AMI, c'est justement d'aller investiguer ces questions et d'être à même à un moment de proposer des recommandations. Je me permets Mathieu, de poursuivre sur ça. Effectivement, c'est un point sur lequel on a été aussi sollicité, au sein, du collège, scientifique de la SFAP, notamment à travers l'organisation des webinaires. Donc, ces webinaires de la SFAP, ils ont aussi, un certain nombre d'éléments, qui peuvent vous aider pour votre pratique. Et puis, on continue évidemment d'écrire, des articles et comme je disais, il y a l'article sur l'accompagnement terminal là, qui devrait bientôt sortir, qui est en anglais, mais on fera évidemment le pendant en français. Et puis, pour répondre à une question que j'ai vue, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées à la suite des présentations par certains établissements? Oui, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment d'aboutir à un changement de pratique. Alors, c'est pas forcément une adhésion à 100% à ce qu'on dit, parce que comme Mathieu l'a dit, il y a des variabilités dans la prise en charge, il y a des variabilités aussi dans les réseaux de soins. Par exemple, nous, en termes d'HAD, ce qui se fait en Bretagne est un peu différent. Enfin, en tout cas, le recours à l'HAD peut être un peu différent
de ce qui se fait en Franche-Comté. La qualité aussi des prestataires de santé à domicile avec qui on travaille peut être variable selon les territoires. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont à adapter. Mais en tout cas, la prise en compte des spécificités du patient parkinsonien, ça, pour le coup, c'est un élément qui est commun, je pense, à la suite de toutes nos interventions. Mathieu, tu peux me corriger, mais je pense que quand même, on attire l'attention sur ces éléments-là, sur la possibilité d'avoir recours à l'apomorphine sur une prise en charge terminale. Ça, il y a eu un changement de pratique, en tout cas en Bretagne, nous, ça c'est clair, dans des équipes, dans des unités de soins palliatifs. Maintenant, c'est une pratique courante. Mathieu, toi, tu peux effectivement… Ah bah, tout à fait. Nous, on ferait plus autrement aujourd'hui. Donc, mais alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que je vois les questions qui nous demandent. On nous demande souvent ça. Maintenant, tu me corrigeras si j'ai des bêtises, mais on nous demande souvent quels sont vos protocoles, quels sont vos, comment vous, voilà, quels sont en gros les grands principes. C'est vrai qu'on a plutôt des principes et il n'y a pas vraiment de protocole parce que le Parkinson, c'est vraiment une médecine à façon. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour l'apomorphine, on a des règles communes. On communiquera davantage dessus lorsqu'on aura un papier publié, ce qui nous permettra d'appuyer vraiment les propos. C'est quand même une médecine qui reste une médecine à façon et qui nécessite, les déterminants de la qualité de vie d'un patient A, ce n'est pas celle du patient B. Ne serait-ce que sur l'endroit où il souhaite décéder, on a été surpris de voir que certains patients, on pensait que tout le monde voulait décéder ailleurs qu'à l'hôpital. Et ben, c'est pas toujours aussi clair. Et voilà, pour un patient A, mourir à l'hôpital peut être perçu comme le souhait du patient, là où pour le patient B, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a quand même déjà la question, c'est d'anticiper cette phase avec ces drapeaux rouges et d'être capable d'amorcer ces questions-là, ce qui n'est pas très simple, hein. Et en routine, on le vit tous les jours. Quand on commence à engager ces questions-là, on voit bien qu'on est sur un terrain qui n'a pas toujours été préparé et que c'est pas très simple. Après, voilà, sur la prise en charge, il y a des grandes consignes, c'est ne jamais arrêter les traitements Péros brutalement et puis toujours se poser la question de comment on peut substituer. Alors, pas nécessairement en mettant une sonde nasogastrique, hein. On estime qu'en fin de vie, c'est pas du confort. Sur une phase très transitoire, pourquoi pas, lors d'une complication aiguë, ça peut se discuter au cas par cas, mais pas vraiment en fin de vie terminale. Et dans ce cas, l'apomorphine, pour nous, a vraiment un intérêt très important sur le plan thérapeutique, qualité de fin de vie. Alors, il y a une question sur la sédation palliative. Je ne sais pas si Manon, tu veux dire un mot. Attends, je ne l'ai pas vu. C'est la dernière, là. Quelle place faites-vous aux sédations palliatives en phase terminale? En fait, il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, chaque situation est différente. Après, si cette sédation est le choix du patient, évidemment, la question ne se pose pas. Dans tous les cas, pour nous, ce n'est pas une pratique par défaut. Mathieu, tu me contrediras si tu penses différemment, mais on aurait plutôt tendance à favoriser l'accompagnement avec un patient qui ne soit pas inconscient jusqu'au bout si la douleur est supportable et s'il est suffisamment soulagé par la prise en charge qu'on peut mener. Mais on n'est pas du tout exclusif de l'une ou l'autre de ces pratiques. Enfin, Mathieu, je ne sais pas comment tu… Pas du tout. Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu quand même constater, nous, c'est qu'avec le recours à l'apomorphine notamment, pour pas mal de patients, on n'a pas eu recours à une sédation palliative en phase terminale, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place. Ça reste une question qui reste posée. Et puis pour rebondir, puisque il y avait une question là, juste encore avant, enfin une remarque qui je pense est importante, hein. Ne pensez-vous pas que la vision neuropalliative est inhérente à la prise en charge du Parkinson? Si, vous avez tout à fait raison, bien sûr que si, et que l'effort principal est d'anticiper les conditions de fin de vie. Ben oui, je crois que c'est vraiment l'enjeu principal. Moi, j'ai changé mes pratiques. Aujourd'hui, quand j'introduis un traitement dopaminergique à un patient, je lui signale que, contrairement à ce qu'aimerait le neurologue, la première phase de la maladie donne le traitement marche très bien, ce qu'on appelle la phase de lune de miel, et c'est très grisant, et pour le patient et pour le neurologue. Donc ça donne une situation, une relation médecin-malade qui est très particulière, il faut bien comprendre que ce traitement reste un traitement qui vient pallier au manque de dopamine. Donc dès le départ, c'est palliatif. Donc c'est ce que j'essaie de dire moi maintenant aux patients. Alors je dis qu'on va donner un traitement qui va venir pallier au manque de dopamine, et donc que la dopathérapie est un traitement palliatif au sens large, pour introduire quand même l'idée que
on reste dans un seul et même objectif qui est la qualité de vie du patient. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour ralentir l'évolution. On est forcément dans l'accompagnement et l'évolution de la maladie est principalement dictée par la maladie elle-même. Et aujourd'hui, il n'existe pas de biomarqueur pour définir chez un patient donné quelle va être la pente ou les pentes évolutives de la maladie. Ça fait partie du travail qu'on essaye de mener effectivement avec Parkeol, hein, essayer d'avoir des outils qui nous permettent d'anticiper encore plus, en tout cas d'avoir des marqueurs objectifs. Mais en tout cas, le fait que la vision neuropalliative est inhérente à la prise en charge, oui, c'est principalement le message que l'on diffuse dans ces projets, hein. C'est vraiment effectivement, et donc se centrer sur les besoins du patient et sur les envies du patient, y compris pour sa fin de vie, ça fait partie de nos aspirations, et c'est la source de l'enquête qu'on a menée auprès des patients dans le cadre du projet Apopalia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Mathieu, qu'on aurait loupées. Est-ce que peut-être celle de Monsieur Fardel sur est-ce que les malades sous stimulation cérébrale peuvent espérer une fin de vie moins confortable? Je ne sais pas si celle-ci avait été traitée. Non. Mathieu, tu veux répondre? Vas-y, si tu veux déjà, moi vas-y, je t'en prie. Déjà, la question, qu'est-ce que vous entendez par moins inconfortable? Ça serait peut-être le premier point pour qu'on vous apporte une réponse précise à votre questionnement. De façon générale, la stimulation cérébrale profonde, c'est une vraie thématique si la personne, dans tous les cas, hein, si le stimulateur arrive en fin de vie et qu'on s'interroge sur est-ce qu'on refait une opération pour le remplacer, ça nécessite une réflexion coordonnée, et si on décide de ne pas le remplacer, il faut que ce soit compensé sur le plan pharmacologique. Et un autre point, c'est que c'est pas parce qu'on est stimulé qu'on n'a pas le droit à une pompe, que ce soit l'apomorphine ou la duodopa. Donc là, il faut changer aussi la vision des dispositifs où c'est mutuellement exclusif. Aujourd'hui, on doit avoir une approche de switch et de combinaison en fonction des besoins. Donc le fait d'accompagner jusqu'à la fin de vie, y compris sur le plan pharmacologique, un patient qui est sous stimulation cérébrale profonde, c'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas ce que vous entendiez dans votre question au niveau de l'inconfort, quoi. Mathieu, je ne sais pas si tu comprends autre chose. Moi, je comprends la question comme en disant finalement, est-ce que le patient peut bénéficier de la stimulation cérébrale profonde jusqu'au bout? Et ma réponse serait oui, même si la question mérite peut-être d'être posée. Je crois que Manon, tu as trouvé la juste vision qui est, si on ne remplace pas la pile, à ce moment-là, il faut réfléchir très, très concrètement à comment on compense. Parce que l'avantage de la stimulation cérébrale profonde, c'est que grosso modo, ça marche très bien sur les syndromes segmentaire, c'est-à-dire vraiment la lenteur, mais aussi la rigidité. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a un patient, nous, qui a été adressé parce que sa pile s'est éteinte du jour au lendemain. C'était un petit peu... alors, en général, heureusement, la plupart des cas, on arrive à anticiper et on voit quand la tension de la pile diminue et on la change. Et ce patient a fait ni plus ni moins qu'un pseudo-syndrome malin des neuroleptiques. C'est d'autant plus vrai que le patient a une dose en dopamine, en médicament qui est faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas imprégné en chronique en dopa à une dose suffisante. Et donc, finalement, la maîtrise de ses symptômes, il doit cette maîtrise beaucoup à la stimulation. Et donc, si du jour au lendemain, elle s'arrête, il y a vraiment un gros risque de sevrage. Donc, moi, je suis vraiment partisan de surveiller la stimulation. Et là encore, je ferai la même remarque. Ce patient, on a réussi à temporiser. Alors, ce n'était pas un patient qui était en fin de vie, hein, pour le coup, mais ça aurait été la même chose avec un patient en fin de vie. C'est un patient à qui la fin de vie aurait pu arriver vite si on n'avait pas compensé à l'arrêt du stimulateur. Là aussi, on a mis une pompe à apomorphine à très faible débit, 0,5 mg/h. Je ne dis pas que le patient était prêt à faire un 100 mètres, mais en tout cas, on l'a sorti de son pseudo-syndrome malin des neuroleptiques. La pile a pu être remplacée dans de bonnes conditions et le patient a pu récupérer son état antérieur. Donc, oui, c'est très important de surveiller la pile, même à un stade avancé, d'anticiper le fait qu'elle va s'arrêter. Et si le patient n'a pas une imprégnation chronique importante en dopa, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait du traitement. Pas forcément les réponses, et chaque patient est différent. Pour être tout à fait clair, j'ai aussi le souvenir d'une patiente qui était suivie en EHPAD, qui avait très peu de traitement dopaminergique Péros, qui avait une pile, et on avait prévu de remplacer la pile parce qu'elle arrivait en fin de vie, et finalement le remplacement de pile s'est associé à une infection
dispositif, ce qui a précipité sa fin de vie, alors que l'enjeu était exactement l'inverse, de maintenir une bonne qualité de vie. Donc, on n'a pas forcément toujours des réponses univoques, ça dépend des patients, mais en tout cas, oui, la stimulation, ça mérite d'être vérifié jusqu'à la fin de vie. Et une pile qui est en fin de vie, ça pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on la change? Oui, non. Et si on ne la change pas, qu'est-ce qu'on prévoit pour le traitement substitutif ou en tout cas la compensation? Je vois une question sur les traitements à proscrire. Le plus important, c'est quand même les neuroleptiques, quoi. Donc, en particulier, parmi les équipes de soins palliatifs, ça fait partie beaucoup de l'arsenal thérapeutique classique, hein, les neuroleptiques, qu'ils soient à visée antiémétique ou antipsychotique. Donc, tout ce qui est aldol, primpéran, vogalène, tout ça, c'est absolument à proscrire chez le patient parkinsonien parce que tout simplement, ce sont des antagonistes dopaminergiques. Et la maladie de Parkinson, c'est une carence en dopamine et on utilise des agonistes, en tout cas des choses qui vont venir stimuler les récepteurs à la dopamine. Donc, absolument aucun neuroleptique n'est autorisé, hormis la clozapine, voire la quétiapine, mais avec quand même un peu plus de réticence. Donc, la clozapine en ce qui concerne les antipsychotiques, et puis la dompéridone en ce qui concerne les nausées-vomissements. Donc, vraiment, ça, s'il y a un élément à avoir en tête, c'est quand même pas de neuroleptique, quoi. Et puis aussi faire attention à tout ce qui va aggraver la symptomatologie du patient. C'est-à-dire bien s'interroger, enfin, on n'a pas développé ça, mais il y a des ressources qu'on peut trouver assez facilement sur les problèmes digestifs, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes urinaires, les problèmes. Enfin voilà, la maladie de Parkinson, c'est une maladie corps entier. Et donc, si vous mettez par exemple des opiacés à très forte dose, pensez bien que sur un profil de patient qui est déjà constipé, il faut s'intéresser aussi à est-ce que le patient va à la selle. Donc, c'est pas de dire on ne peut rien mettre chez un patient qui est atteint de la maladie de Parkinson, c'est simplement qu'il faut faire une balance bénéfice-risque et que quand les traitements sont indiqués, parce qu'évidemment, il y a des raisons de mettre des opiacés dans certains cas, eh bien, il faut avoir une vigilance particulière sur certains aspects. Il y a un élément qu'on peut préciser aussi, Mathieu, c'est que apomorphine et morphine ne sont pas mutuellement exclusifs, que l'apomorphine n'est pas de la morphine, c'est un agoniste dopaminergique, et que la prescription de duodopa et de cassettes de duodopa notamment et d'apomorphine ne fait pas partie des prescriptions réservées aux spécialistes. Ça, c'est un élément important. Et c'est très bien de dire ça parce que nous, notre ambition n'est pas du tout de ramener dans le giron neurologique la prise en charge palliative des patients parkinsoniens. Pas du tout. Finalement, on a une philosophie qui se rapproche un petit peu de celle des équipes mobiles de soins palliatifs, qui, je trouve, ont vraiment une bonne manière d'agir. À l'hôpital, au départ, moi, je ne comprenais pas bien et on était souvent en interaction, mais ils nous disaient, nous, on n'est pas là pour agir à votre place. On est là pour conseiller, pour encadrer et pour acculturer les collègues à la démarche palliative. Et donc, nous, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est essayer de faciliter cette interaction entre les différents intervenants. Mais notre objectif n'est pas du tout que le neurologue soit nécessairement impliqué dans chaque situation. Voilà, ça, je pense que c'est quand même un point important. Et qu'à terme, quelqu'un qui n'est pas neurologue mette en place de l'apomorphine, par exemple, on parle de l'apomorphine parce que c'est ce qui nous a beaucoup occupé là, ces derniers temps, c'est le dernier projet en cours, mais ça va au-delà de ça, hein. Il ne faudrait pas résumer la prise en charge de la fin de vie du patient parkinsonien à la question du traitement dopaminergique, hein. C'est une prise en charge globale. Et dans le cadre de cette approche globale, se pose, il nous semble, hein, Manon, la question de maintenir un taux basal de traitement dopaminergique en vue, non pas d'augmenter la durée de vie, mais la qualité de vie. Hein, on reste vraiment là-dessus. Voilà, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas du tout que cette prise en charge soit la propriété exclusive du neurologue. Ce qu'on aimerait surtout, c'est éviter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la thèse d'Adélaïde, mais il y a quand même 20% des patients décédés à l'hôpital qui finissent leur jour en réanimation, dans les services de réanimation. Là où on peut penser que peut-être on aurait pu faire différemment. Donc l'idée, c'est vraiment d'acculturer l'ensemble des collaborateurs, eu égard au fait que la plupart des patients ne meurent jamais en neurologie et qu'il faut bien dire que les neurologues, la question de la fin de vie des patients parkinsoniens ne nous a pas toujours habités. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre en relation les différents collaborateurs. Voilà. Il y a une remarque aussi qui disait sur la stimulation cérébrale profonde, vu passer, comme les questions défilent beaucoup,
j'ai du mal à les repérer toutes. Et est-ce Ah, il y que en a la une, je sais. stimulation, en gros, ça marche toujours? Donc ça, c'est un truc important. La stimulation cérébrale profonde, ça marche sur les signes dopasensibles. Dopasensible un jour, dopasensible toujours. Ça veut dire que les signes qui sont améliorés par la dopa, ils restent améliorés par la dopa. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'en effet, avec l'évolution de la maladie, il y a des signes dopa résistants, voire même des signes qui peuvent être aggravés par la dopa. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, d'autres restent améliorés par la dopa. Et tout est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas forcément de monter les doses de dopa, qui pourraient s'associer à des troubles cognitivo-comportementaux, des hypotensions, des chutes, etc. Mais il ne s'agit pas de les arrêter parce que c'est pire que le mieux. Donc, ça peut conduire à l'inverse, à ce fameux pseudo-syndrome malin des neuroleptiques. Donc, le mot-clé, c'est il faut adapter le traitement dopaminergique et avec la bonne voie d'abord qui convient. En ce qui concerne la question sur les directives anticipées, donc je suis passée assez vite sur le design de cette étude parce qu'on n'avait pas forcément le temps d'aller un peu plus en détail. Donc c'est une enquête patient, donc c'est du déclaratif qui a été menée en ligne et auprès de France Parkinson. Donc c'est 200 patients qui ont répondu. Donc dans cet échantillon-là, effectivement, on avait 31% de patients qui avaient rempli leurs directives anticipées. Ça reste du domaine du déclaratif. Le contenu, je l'ai précisé, mais on ne l'a pas. Les circonstances, on ne les a pas non plus. Donc, ce n'est pas du tout forcément représentatif des 270 000 personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson aujourd'hui en France, hein, évidemment. C'est un questionnaire qui a été réalisé en ligne sur un échantillon de patients qui ont accès eux-mêmes aux informations liées à France Parkinson, donc qui sont aussi sensibilisés à ces notions-là. Donc, on a vraiment là quelque chose qui est de l'ordre d'une enquête qui est pas absolument pas représentative de l'ensemble des patients, évidemment. Dans les faits, je pense que le nombre de patients qui ont effectivement rempli leur directive anticipée est bien plus restreint. Et surtout, c'est pas la question, c'est pas est-ce qu'ils les ont remplis ou pas, et c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce qui est dedans est pertinent au regard de leurs complications potentielles à venir? Je pense que c'est plus ça la vraie question, et c'est un sujet qui avait été adressé par nos collègues allemands et nos collègues suisses. D'ailleurs, les Suisses ont un guide de rédaction des directives anticipées adapté à la maladie de Parkinson. C'est un sujet aussi sur lequel on réfléchit à l'heure actuelle en France. Il y avait une question aussi sur les traitements contre-indiqués. Ce qu'on peut dire, Manon, si tu es d'accord, c'est que, parce qu'on a parlé d'un traitement par perfusion sous-cutanée, on aurait pu envisager un traitement, il y a des traitements par patch qui existent. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que dans notre expérience, le Neupro, par exemple, qui est un agoniste qui se donne par patch, n'est pas forcément le bon traitement en fin de vie chez les patients parkinsoniens, parce qu'associé quand même à un risque confusogène et délirant important, enfin en tout cas dans l'expérience que l'on a. Oui, qui a été rapporté dans la littérature par donc nos collègues anglais chez qui c'est la pratique. C'est le protocole, c'est mettre la rotigotine en fin de vie. Et donc il y a un papier récent qui a montré que effectivement c'est pas adapté pour tous les patients. Donc là encore, la vraie question, enfin en tout cas un des vrais messages qu'on essaye de faire passer aussi, c'est qu'il est nécessaire de s'interroger sur nos pratiques. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ci ou comme ça qu'on a raison, et la routine médicale, pour reprendre les mots d'autres collègues, c'est vraiment un des obstacles à la bonne prise en charge, quoi, hein. Il faut toujours s'interroger sur la pertinence par rapport à la situation individuelle. Donc effectivement, ça nécessite du temps et ça nécessite de réfléchir en équipe, ce qui peut être difficile aujourd'hui dans la réalité du terrain, malheureusement. Ce qui est parfait, tu fais une super transition avec la question. Consacrez-vous du temps en consultation pour l'aide à la rédaction des directives anticipées? Alors, la rédaction de directives anticipées, ce que je peux dire déjà, c'est que, en tout cas, l'expérience à Besançon, donc nous, on a mis en place avec Mathilde Giffard donc une consultation pluriprofessionnelle, neurologue et médecin donc de soins palliatifs. Et entre guillemets, le guichet d'entrée, c'est grosso modo le patient qui présente un ou plusieurs drapeaux rouges, hein, donc qui sont prédictifs du déclin et en réalité prédictifs d'un décès du patient. Et on estime, alors idéalement, il faut que le patient soit pas trop altéré sur le plan cognitif, et c'est bien ça une des difficultés, hein, c'est que parfois c'est peut-être même déjà un peu avancé pour prendre en compte le souhait du patient, et on organise une consultation pluriprofessionnelle où on va pour la première fois poser des questions
que le patient n'a pas l'habitude de s'entendre poser par son neurologue. Et je cite toujours un peu le même truc, mais je trouve que ça parle assez bien. Quand je demande au patient, j'essaie de savoir un petit peu quels sont les déterminants de sa qualité de vie, qu'est-ce qui est important pour lui. Je peux lui demander, par exemple, qu'est-ce qui le fait se lever le matin, qu'est-ce qui lui donne envie de se lever. Et 9 fois sur 10, il me répond que c'est la prise de son Modopar, de son médicament. C'est-à-dire à quel point il est habitué à ce qu'on l'interroge sur sa dopathérapie, le traitement, mais rarement, plus rarement, sur sa qualité de vie. Qu'est-ce qui est important pour lui, etc. Donc, une fois qu'on s'est articulé là-dessus, avec Mathilde, on définit un projet de soins personnalisé pour le patient, centré sur la qualité de vie, en écrivant, par exemple, qu'est-ce qui est important pour Monsieur A en termes de qualité de vie. Qu'est-ce qui ferait que la qualité de vie de Monsieur A ne serait plus suffisante, ou en tout cas serait vécue comme une souffrance importante. Et puis on essaye après petit à petit de décliner finalement, d'aller sur des choses beaucoup plus sensibles, je dirais, avec comment il aborde la question de la fin de vie, comment son entourage l'aborde. C'est pas très simple, parce qu'il y a parfois des visions radicalement différentes entre les patients et les aidants. D'ailleurs, je dis pas qu'à ce stade, on a toutes les solutions. Il ne s'agit pas non plus de dire en une consultation, hop, on a tout résolu. Ça ne fonctionne pas comme ça non plus. N'empêche que ce que je peux dire quand même, ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est très chronophage d'abord, et à terme, je pense qu'on n'aura pas les moyens enfin voilà, il faudra qu'on réfléchisse à comment faire différemment. On ne pourra pas proposer ça à tous nos patients, ce serait beaucoup trop important. Mais en tout cas, ce que je peux dire avec l'expérience, c'est que les patients qu'on a accompagnés jusqu'à leur décès et qui avaient pu bénéficier de cette consultation, les choses ont pu être quand même beaucoup plus sereines parce qu'elles avaient été un petit peu, entre guillemets, anticipées, ou au moins abordées avant la complication terminale. Je crois pouvoir dire que ça a apporté du confort aux patients et à ses aidants. Ce qu'on peut dire aussi, Mathieu, je me permets de rebondir là-dessus, c'est que les discussions autour des directives anticipées, ce n'est pas l'apanage du neurologue non plus, y compris sur les spécificités de la maladie de Parkinson. Il y a d'autres acteurs de soins, notamment les infirmiers d'éducation thérapeutique, les infirmiers en pratique avancée, les infirmiers prestataires de santé à domicile, le médecin traitant, le pharmacien. Tout le monde, en fait, a son rôle à jouer aussi dans la sensibilisation et dans ces discussions. Donc, effectivement, les consultations dédiées sont chronophages, mais ça peut être aussi des réflexions qui ne sont pas sur un instant donné, mais qui sont plutôt des choses sur lesquelles on interroge le patient régulièrement. Et on sait aussi, ça a bien été montré dans la littérature, que les priorités et les besoins des patients évoluent en fonction de la maladie. Donc, ce n'est pas parce que les directives anticipées ont été remplies quand le patient avait 65 ans qu'elles sont toujours pertinentes quand il en a 75 ou 79, quoi. Donc, c'est aussi un élément, je pense qu'il faut quand même souligné et qui est important. Tout à fait. Je crois qu'on arrive à 14h bientôt. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a... Peut-être pour terminer, je pense qu'il y avait peut-être dernière petite question. On prend une dernière petite question et on peut peut-être terminer le webinaire. Il me semble que Monsieur Fardel avait une question. Quand on fait... Oui. Ouais, si je vous laisse. Quand on fait des réajustements de dose, de rythme de prise, dans quel délai peut-on juger de l'efficacité ou non? Alors, ça dépend. Je sais pas, Manon, tu veux faire une première réponse un peu pharmaco ou... Là, tout dépend aussi, encore une fois, il y a pas de... Enfin, on ne peut pas faire de vérité absolue parce que tout dépend de quel type de symptômes déjà on parle. Si on parle là, vraiment, si on veut donner un exemple très pratico-pratique de ce sur quoi on a travaillé, le patient qui est tout rigide dans son lit parce qu'il est privé de traitement et chez qui on commence à instaurer la pompe, en général, ça se voit très vite. Ça se voit plutôt assez rapidement. Après, si c'est des signes de la maladie avancée qui sont très complexes, qui sont à la fois dopaminergiques et non dopaminergiques, il y aura parfois des difficultés déjà à atteindre un soulagement qu'on estimera comme étant optimal. Et
deuxièmement, il faudra peut-être tester plusieurs types de thérapeutiques. On trouve dans la littérature des choses assez contradictoires, notamment, sur, l'effet de l'apomorphine sur, la déglutition, ce genre de choses. Il y a des articles qui vont vous dire que ça marche, d'autres que ça marche pas. Donc c'est difficile d'avoir une vérité absolue, mais globalement, quand c'est vraiment un symptôme lié à la maladie de Parkinson, qui va répondre à la dopamine, ça se voit assez vite, une fois qu'on ajuste bien la thérapeutique. Mathieu, je ne sais pas si, tu veux Oui, corriger ou alors compléter? après je sais pas si la question s'inscrivait dans le cadre de la fin de vie ou en général. Ce qu'on peut quand même Mmh. dire, c'est que, ça dépend du type de thérapeutique. On parlait de la pompe à apomorphine. La pompe à apomorphine, c'est vrai que très, très vite, on voit, nous, dans les cas de pseudo-syndrome Malin, quand on Mmh. a mis la pompe en place, en 24 heures, on a la réponse. Maintenant, chez un patient, qui est largement hors du cadre de la fin de vie, chez qui on va monter le traitement dopaminergique, moi, je présente quand même la dopathérapie comme une locomotive qui, au démarrage, met un peu de temps. Mmh. Là, il y a des effets court terme, moyen terme et long terme. Et c'est là aussi qu'est le problème quand on fait de la désescalade. C'est-à-dire que Mmh. quand on veut désescalader la dopathérapie, un patient qui est halluciné, par exemple, on va baisser les doses et très, très vite, on va voir qu'il y a moins d'hallucinations. Mais moi, j'encourage vivement les gens à revoir le patient un mois après. Et dans mon expérience, il n'est pas rare Mmh. qu'à la suite d'une chirurgie, d'une chute ou etc., un traitement dopaminergique a été arrêté en raison des complications psychocomportementales qui se sont très vite résolues. Par contre, moi, j'ai revu le patient à un mois et qui avait entre-temps perdu la marche parce que les signes moteurs s'étaient démasqués un peu plus tard. Donc Mmh. attention à cette temporalité, mais je rejoins maintenant dans le cadre de la prise en charge avancée et notamment quand on met en place un traitement sous-cutané par pompe à apomorphine. Ce sera sans doute pareil avec la pompe à lévodopa, hein. On n'est pas vissé uniquement sur l'apomorphine. Eh bien, c'est quand même en général assez rapide. Voilà. Super, merci infiniment pour toutes ces réponses. Merci infiniment pour ce très, très beau webinaire. Je remercie également Delphine Gosset et Sophie Opel de la plateforme, pour l'organisation de ce beau webinaire et je vous souhaite à tous une très, très belle après-midi. Merci. Merci à tous et merci encore à la plateforme pour son soutien de ce projet. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.